Vous écoutez Axone par capsule. On poursuit dans le thème du genre avec un épisode consacré au langage. Alors si vous étiez un fanatique ou une fanatique des cours de français du collège, et en particulier de la grammaire, vous allez passer un moment exceptionnel. Mais si comme moi, vous aviez un peu pris ça en horreur à l'époque, je vais vous rassurer tout de suite et vous dire qu'en fait, derrière ces questions un petit peu techniques, se cachent des prises de position et des implications philosophiques qui sont en réalité extrêmement intéressantes. Et on va aborder le sujet avec deux expertes. Nicole Pradalier d'une part et Eliane Viennot de l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que loin des prises de position médiatiques qui sont très péremptoires et défendues avec énormément de militantisme, j'ai envie de dire, on se rend compte que la discipline est traversée de questionnements. Alors on va voir tout ça ensemble et on va parler notamment de points médians, de genre grammatical et de genre culturel, de langage inclusif en général, de l'histoire de la langue française et du rôle de l'Académie française dans tout ça. Bonne écoute! Nous avons interrogé Nicole Pradalier, qui est docteur en sciences de l'information et de la communication, mais dont les travaux sont consacrés principalement à la linguistique. Son truc à elle, c'est la langue française écrite, ce qu'elle appelle francographie, et en particulier la grammaire et sa logique. Littéraire depuis toujours, elle nous explique ce qui l'a motivée à suivre cette voie de recherche. Le fait que je me sois orientée sur l'information, et l'information au niveau du genre, c'est parce que là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de grave dans la langue française. C'est que le masculin et le féminin ne sont pas considérés au même titre dans la langue française. Moi, quand j'étais petite, je croyais que c'est parce que les garçons étaient un peu bêtes, plus bêtes que les filles, et c'est pour ça qu'on leur donnait la priorité en genre grammatical, pour compenser leur déficience. D'où le fait que ça ne m'a jamais posé problème, parce que j'étais moi aussi pour l'égalité, donc tout va bien. Jusqu'au jour où j'ai compris que ça posait problème, parce que j'avais fait une enquête sur le sens du mot « homme » auprès de public d'enfants et puis d'adultes. Quand vous entendez le mot « homme » hors contexte, est-ce que vous pensez d'abord « homme différent de femme » ou bien « homme, être humain » ? Les adultes, c'était être humain. Pour les enfants, en revanche, une classe de 5e, donc c'est des enfants de 12, 13 ans, garçons et filles. À l'époque, il n'y en a aucun qui s'était mis ni garçon ni fille. Il n'y a pas eu... les réponses quand même que j'ai eues, c'est très différent chez les filles et chez les garçons. C'est-à-dire que chez les filles, c'était homme, non femme, majoritairement, leur réponse, c'était ça, non femme. Et chez les garçons, la réponse majoritaire, c'était homme, être humain. Et dans les adultes, donc autour de moi, c'était homme, être humain de façon très majoritaire. Donc je me suis dit, bon, bien sûr, c'est donc l'éducation, la formation qui arrive et qui met ça en place. Mais il y en a eu un dans mon entourage. Alors lui, il m'a dit, mais non, homme n'a jamais inclus le sens de femme. Et alors pour moi, ça a été révélateur. À partir du moment où celui-là m'a dit ça, je me suis dit, là, oui, pourquoi pas, puisqu'il le pense. Bien sûr, je lui ai montré le dictionnaire. Je lui ai dit, si, regarde. Oui. Ah bon ? Il avait plus de 30 ans, quelque chose comme ça. Et pour lui, français de souche, voilà, mais effectivement pas universitaire. Pas universitaire. Pour lui, donc,
homme n'avait jamais inclus le sens de femme. Ce qui veut dire quand même que dans droit de l'homme, qu'est-ce qu'il entendait ? C'est bien droit de l'homme sur les femmes. Et c'est exactement ça qui m'a fait poser la question en me disant, mais s'il pense ça par rapport pour homme, mais alors tous les mots au masculin qui se déclinent aussi au féminin, qui ont une forme différente au féminin, tous ces mots-là sont donc, c'est du masculin qu'on appelle spécifique et non pas générique. Donc le masculin générique n'existe pas. Pour cet individu, le masculin générique n'existait pas. Donc pour un tas d'individus, le masculin générique n'existe pas. Le masculin générique existe en concept, en fait, en abstraction, dans la transmission des connaissances, mais sans être conscientisé de cette façon. Donc en fait, on n'y comprend rien, y compris quand dans les écrits philosophiques, on voit écrit homme. On ne sait pas si c'est être humain ou homme non femme. On ne peut pas savoir. C'est pour ça que là arrive l'information, en fait. C'est l'information qui est en question, là. Parce que du coup, c'est une confusion. J'ai eu une conversation un jour avec un journaliste qui me disait « Mais non, mais ça sert à rien, quoi. S'il y a des femmes, on le précise. Si on a besoin de préciser que c'est des femmes. Et pourquoi, si on a besoin de préciser que c'est des femmes, on le précise. D'abord, c'est pas vrai. Très souvent, ça se fait pas. Très souvent, donc, une assemblée n'est faite que d'hommes, en effet. Si on montre pas que c'est que des hommes... ça va passer comme si c'était générique, comme si ces hommes-là représentaient l'humanité, alors que c'est pas vrai, ils ne représentent qu'une partie de l'humanité. La langue, elle sert à ça. Et puis, c'est pour ça que je parle de francographie, parce que quand on voit ce qui est écrit, ce qui est écrit nous donne une image de ce qui est réel, quand il s'agit de genre, bien sûr, masculin et féminin, c'est-à-dire des individus, des personnes. Le mot « personne », par contre, on va le retenir parce qu'effectivement, on va pouvoir parler d'un générique féminin si on parle de personne. Personne est un mot grammaticalement féminin. Et pourtant, il est épicène, c'est-à-dire il désigne autant des hommes que des femmes. Mais là, avec le point médian, on peut les représenter aussi, d'après vous ? Bien sûr. Ouais. Parce qu'en réalité, quand on utilise le point médian, on représente dans un même mot, plutôt que d'employer la forme féminine et la forme masculine en addition, en disant, j'en sais rien, moi, les facteurs et les factrices, on va écrire les facteurs trices. Les facteurs is. Moi, oui. je prends. Alors, oui, non, bien sûr. Je préconise qu'on écrive justement que ce soit la création d'un nouveau mot. Mm-hmm. Ça, c'est Eliane Viennot qui parle du point comme étant il n'y a pas qu'elle d'ailleurs, au Canada aussi. Parle du point comme étant un point d'abréviation. C'est pas un point d'abréviation. C'est vrai, moi, c'est comme ça que je le voyais, effectivement. Oui, non, justement, parce que, évidemment, si vous mettez le point en bas, oui, le point en bas, ça peut être un point d'abréviation, parce que dans tous les sigles, on met un point en bas et c'est un point d'abréviation. Mais c'est pas pour rien qu'il faut qu'il soit médian, il faut le relever, il faut le mettre au niveau du trait d'union, donc d'où l'appellation point d'union, qui lui va très, très bien, point d'union, très, très, très bien. Donc, voilà, je préconise ça aussi comme nouveauté. Point d'union qui permettent l'accord grammatical des hommes, des femmes et des ni hommes ni femmes. Mais non, ils y sont pas là. Mais si, bien sûr que si. Attention, parce que ils sont dans le point alors. Il n'en faut qu'un point, le point médian. Oui, vous voulez dire que quand on... Oui, parce que parfois on voit deux points alors là, dans lesquels... Éliminer ces deux points, c'est complètement ridicule. Parce que tout d'un coup, ça veut dire... Alors, je le comprends. Je sais qu'une fois, il y a eu quelqu'un qui m'avait dit « Oui, mais on veut montrer que le E, c'est le E des femmes. » D'abord, il faut savoir que le E n'est pas propre aux femmes. Il y a plein de mots qui se terminent en français par E et qui sont un lycée, par exemple. Bon, il y a un E à la fin et c'est pas... ça n'a rien à voir. Le E, c'est juste au niveau de la versification qu'on parle de rime féminine, quand effectivement il y a un E à la fin. Voilà. C'est au niveau de la versification. Et puis des accords grammaticaux. Ceux qui sont en « et », tous les participes passés en « et », donc du premier groupe, ceux-là, on n'entend pas la différence. Donc on met « et eux » ou « et », on entend pareil. En revanche, si on écrit « et », point « e », point médian, attention, point d'union, on va dire. Point d'union, c'est mieux, comme ça on sait qu'il est au niveau du trait d'union.
point d'union, E, on entend pareil pour tout le monde, mais en revanche, ce que l'on voit, c'est que, il y a donc différents sexes. Bon, les deux basiques, mais aussi ni l'un ni l'autre, ou l'un ou l'autre. Et ça ne serait pas plus pertinent à ce sujet-là, justement pour pouvoir avoir tout le monde, de plutôt œuvrer pour un effacement du genre? Mais qu'est-ce que c'est un effacement du genre? C'est-à-dire qu'on supprime... Alors la question est de savoir, effectivement, on efface le genre en employant les attributs du genre féminin grammatical aujourd'hui, ou est-ce qu'on efface en faveur du genre masculin? Non, mais ce que je veux dire par là, en tout cas, c'est qu'on ne vient plus accorder la langue en fonction du genre. Et ce qu'on retrouve en anglais, par exemple. Encore que, il y en a, bien sûr, mais globalement, Supprimer les accords grammaticaux, ça veut dire supprimer les accords grammaticaux. Si vous supprimez les accords grammaticaux, ça veut dire que vous supprimez effectivement la notion de féminin. Et ça, parce que c'est ça le problème. On supprime la notion de genre. Non. Le genre, non, parce que dans la langue française, attention, il y a quelque chose d'important dans la langue française au niveau du genre, c'est que la langue française, elle est structurée par le genre, et pas que le genre humain, mais le genre des objets. Oui, non, mais je sais, effectivement, il y a aussi le neutre qui est... Le neutre n'existe pas en français. On considère, enfin, moi c'est ce que j'avais cru comprendre, hein, mais je suis pas du tout linguiste, mais j'avais cru comprendre que le genre neutre qui descend donc des langues indo-européennes a été intégré dans le masculin en français. Ça, c'est ce que disent les académiciens, ouais. Mais c'est une vue de l'esprit. Le fait est que la langue française est en effet remplie de cette diversité de masculin et de féminin, qui sont des masculins et féminins arbitraires, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec le sens. André Martinet, qui est un linguiste français qui a beaucoup enseigné aux États-Unis, disait que des élèves, des étudiantes, bref, une étudiante, ah oui, je sais pourquoi le couteau est masculin et la cuillère est féminin, parce que, alors tout de suite elle voyait une histoire de sexe. Oui, parce que la cuillère est ronde et le couteau est tranchant. Le couteau est tranchant, voilà. Ouais, sauf que le bol, c'est rond, n'est-ce pas? La fourchette, c'est voilà, ça vous pique bien dedans. Ouais. Bien sûr, voilà. Mais ça, c'est typiquement une réflexion de personne qui est formatée par une langue non genrée dans son fonctionnement. Non genrée dans son fonctionnement. Ah oui, parce que c'est une élève américaine, là. Ouais, et oui, c'est une élève américaine. Voilà. Non, genre, donc, qui a comme base l'anglais. C'est l'anglais. Donc, et souvent, on le voit d'ailleurs, les personnes anglaises, quand elles essayent de mettre du sens derrière le féminin et le masculin. Je me souviens d'avoir entendu quelqu'un dans mon village qui disait « Ah, la rivière, c'est un ruisseau ou une rivière ?» C'est le ruisseau. Alors, elle était toute étonnée parce que pour elle, comme le ruisseau, c'était plus petit, ça devait être la ruisseau. Et le rivière parce que plus gros. Ben non, justement. Et ça me plaît. Moi, en tant que francophone d'origine, c'est ça que je trouve passionnant dans la langue française. Moi qui adore l'égalité, c'est la diversité. C'est justement... là, on casse les stéréotypes. Il faut surtout en finir avec les stéréotypes qui sont construits notamment par la société de consommation. Il y a le genre qui renvoie au sexe. Je préfère parler de genre sémantique à ce moment-là, parce que c'est au niveau du sens. Ça a du sens. Voilà. Et puis le genre lexical. C'est tout simplement le genre des mots. Et puis il y a le genre grammatical, qui lui est une affaire de liaison, qui fait donc le liant de la langue. Et ce liant de la langue, s'il doit se faire avec harmonie, il faut en finir avec le fameux masculin généralisateur. Parce que là, du coup, on déséquilibre la langue. Certaines grammaires appellent neutre des formes comme ça, cela,
C'est-à-dire effectivement des choses qui renvoient à l'inanimé. Moi, je préfère parler je parle de 3 masculins et de 2 féminins. Et donc, pour qu'il y ait équilibre, il faut bien entendu que le 3e féminin naisse. Et notre point d'union, il permettrait que ce 3e féminin naisse, qui est juste un féminin oral, mais qui, à l'écrit, montre qu'il renvoie à l'humanité. Donc, on a le masculin sexué, donc qui est sémantique. On a le masculin arbitraire, donc lexical, le fauteuil, le banc, etc. Et puis, on a le masculin qui renvoie, je l'appelle le masculin adverbial. 3e masculin qui est également le masculin du « il », le « il » qui ne veut rien dire, enfin qui ne réfère pas à une chose ni un individu. Par exemple, il pleut, il neige, il se peut que, il faut, etc. Ce « il » qui est vide, qui est une forme vide, qui ne renvoie à rien, c'est ça. Vous parlez d'essayer d'arriver à un féminin, un 3e féminin. Alors, le 3e féminin. Par rapport aux 2 premiers masculins, vous voyez bien les 2 féminins qui correspondent. Oui. Hein. Les 2 premiers, d'accord, il n'y a aucun problème. Il y a celui qui représente la personne, pareil, et celui qui est issu de la création du mot, quoi. On a décidé, voilà. Ça s'est fait ça ressemble à ça. Voilà, c'est du lexical. Okay. Donc le 3e féminin. Le 3e féminin, eh bien, ce serait le féminin de l'humanité, puisque le mot personne, justement, personne, quand on dit une personne est vivante, c'est féminin. Alors que quand on dit il n'y a plus personne, vous remarquerez que si on dit personne n'est venu, on ne met pas de E à venu parce que finalement, la négation de la personne, c'est masculin. Ça nous renvoie à ce 3e masculin, qui est justement la négation de la personne, en fait. D'accord. La personne n'existe pas, ni la référence, ni la personne, rien. Alors que le 3e féminin, donc, ce serait ce fameux, ce féminin de l'humanité, que l'on voit avec le point d'union. Tout à l'heure, on parlait des E grammaticaux après les participes passés du premier groupe. Mais dans les autres participes passés, quand on veut savoir quelle est la terminaison du masculin, on le met à la forme féminine. Si on entend un son, une consonne... Oui, c'est vrai. On sait qu'il faut mettre un S on à l'écrit. La fin, surtout. C'est surtout voilà, la technique pour le savoir S si ou c'est le T. Permis, savoir... le T aussi, dit. Ouais, voilà, dit, c'est ça. Voilà. Donc, quand on a le féminin, on entend cette consonne. D'accord ? Donc, on entendrait régulièrement cette consonne, du coup. C'est-à-dire qu'on pourrait... D'ailleurs, j'ai remarqué qu'actuellement, beaucoup de gens disent le mot d'hiver au masculin et entendre le S de la fin. C'est rigolo. C'est comme si... Vous parliez de tendance naturelle, et bien finalement, peut-être que ça en fait partie, là, maintenant, de cette tendance de dire ce qui est écrit. Peut-être que finalement, on va bien dans le sens de la tendance de l'évolution de la langue française. Là, vous me lancez justement sur ce que j'ai remarqué, et sur les accords au participe passé en particulier. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on va vers une neutralisation du genre. Alors, c'est pas sur les mots, enfin en tout cas... Une masculinisation, vous voulez dire. Eh oui, je suis désolée. D'accord, enfin en tout cas, une absence d'accord. Mais il en est de même pour les nouveaux mots ou les mots importés. Aujourd'hui, on dit... par exemple, quelqu'un qui est sur l'application Tinder a essayé de faire des rencontres, on lui dit « Alors, est-ce que tu as match ?» On ne dit pas « tu as matché », c'est match, on emploie le mot anglais qu'on transforme en participe passé et on l'affuble d'aucune caractéristique de genre et de nombre. À la limite de nombre aussi, on peut rajouter un S, ça se fait, mais naturellement, et moi j'écoute aussi pas mal de gens sur YouTube, les podcasts et tout ça, ils n'accordent plus au participe passé. Alors, est-ce que c'est le masculin qui l'emporte parce que oui, techniquement, ils accordent au masculin, effectivement. Mais je ne crois pas que ce soit ça le calcul derrière. C'est juste... Non, il n'y a jamais de calcul. C'est la simplification.
Il n'y a jamais, exactement, il n'y a jamais de calcul dans les expressions spontanées. C'est ça. En revanche, effectivement, je vous parlais tout à l'heure de la loi du moindre effort. Mais la loi du moindre effort, elle est contrée par justement l'information. On pourrait aussi ne pas parler, tout simplement. Et là, comme ça, on ne fait aucun effort articulatoire. C'est plus simple. Sauf qu'on ne comprend rien. Sauf que la communication n'existe plus. Je pourrais l'appeler la loi de la communication, qui met dans la situation de cibler un sujet récepteur. Je parle de sujet récepteur. Vous connaissez ce schéma de la communication, le sujet émetteur, le sujet récepteur et le message qui passe entre les deux. Et souvent le sujet émetteur émet un message dont le sujet récepteur ne reçoit qu'une très faible partie, et il en recevra de moins en moins si les distinctions se perdent. Maintenant, peut-être, est-ce qu'on va aussi dans un sens où la réflexion ne sert plus à rien? Ça peut être ça aussi, du coup. Hein. C'est ça qui me fait peur aussi. C'est qu'à partir du moment où on n'est plus dans l'interprétation consciente, parce que c'est ça, il faut du coup qu'il y ait une interprétation consciente, parce que, voilà, si j'entends un E, par exemple, ou un S, je dois faire le lien avec autre chose. Par contre, si j'entends rien, je fais le lien avec rien, et du coup, tu peux me dire n'importe quoi, et ça rentre. Le mot genre, encore une fois, a au moins deux sens. Et là encore, le fameux genre, comme vous l'avez utilisé, ça vient de l'anglais. Oui, c'est gender. C'est un grand problème qu'on a effectivement en français, c'est que c'est pas le même mot. Gender. C'est le gender. On est d'accord. Alors que nous, en français, quand on parle de genre, on parle de genre grammatical, et il n'y a pas de notion de hiérarchie. C'est parce que les stéréotypes sont lourds que le gender existe. Les stéréotypes sont construits et sont on va dire, cultivés. Je suis bien entendu tout à fait d'accord pour en finir avec cette construction qui dérange et qui nous fout en l'air en plus. Enfin, c'est évident que pour construire le monde, là, pour le coup, il faut en finir avec cette culture. L'Académie française, quand elle a décidé que non, le féminin, qu'est-ce que ça voulait dire? Enfin, ils ont dit des grosses bêtises, des académiciens. Et puis, on a même la secrétaire, quand même perpétuelle, qui se fait appeler au masculin. Donc, ça c'est parce que dans l'inconscient, ou même le conscient, carrément, il y a une notion du masculin qui est supérieure. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pas la distinction masculin-féminin qui est le problème. Le problème, c'est la hiérarchie qui est posée dans ce masculin. Alors si, du coup, on apprend qu'il y a trois masculins et qu'il y a un masculin qui est le masculin de l'indéterminé et qu'il y a un féminin qui est le féminin de l'humanité, là, vous revoyez tout, là. Là, vous avez les moyens de foutre en l'air le gender grâce au genre grammatical. Foutre en l'air le gender grâce au genre grammatical que nous avons en langue française. On a demandé à Nicole Pradalier de résumer ses préconisations pour un langage plus inclusif. Alors, mes préconisations, moi je suis en train d'écrire. Pour moi, j'écris des choses au niveau fictionnel aussi. Et donc, j'ai mis garantie sans gamme, c'est-à-dire garantie sans généralisation au masculin. D'accord. Et puis, je propose aussi donc, des ateliers sans gamme et sans gaffe, du coup. Sans généralisation au masculin et sans généralisation au féminin. D'accord. Voilà. Donc, effectivement, c'est tout un travail. Je reconnais que ça oblige à penser sa langue. C'est vrai, quelqu'un me le disait dernièrement, il est médecin de son état, même s'il a la retraite, je crois, et il disait, moi j'essaie d'écrire sans généralisation au masculin, mais je suis obligé, oui, tu es obligé de réfléchir. Oui. Eh bien, peut-être que le premier, le premier bienfait de ce point d'union, c'est d'obliger à réfléchir sur sa propre langue. Alors, s'il faut prendre du temps avant d'écrire, tant mieux. Je trouve que
on répond trop vite, trop rapidement. Le fait d'accorder grammaticalement pour les êtres humains avec le point d'union, c'est simple, c'est facile. Si on n'a pas peur de dire au féminin, et moi, c'est ce que je dis, n'ayez pas peur de dire au féminin quand les participantes, par exemple, parce que ce sont les personnes participantes. Si on vous demande, ce sont les personnes participantes, voilà. Et il faut s'habituer à ça. Si on s'habitue à ça, il n'y a aucun problème. On parle des personnes, de l'humanité, donc, qui est dite au féminin. C'est l'humanité vivante. C'est ça qui est important. L'humanité vivante, elle est dite au féminin. Quand on parle des morts, en effet, on le dit au masculin. C'est le masculin non vivant, quoi. C'est ce qui est non vivant. C'est intéressant toujours, voilà, d'apprendre dans la différence, dans la comparaison et dans la filiation. Et pour terminer, à propos du point médian, Surtout pas en doublé. C'est-à-dire, le point médian ne doit pas être utilisé en doublé. Voilà. Ce qui veut Le dire... point médian, il doit être seul. C'est-à-dire, quand je dis, par exemple, les participantes, j'écris les participantes T.es. Voilà. Et donc, tout le monde sait que c'est les participantes autant que les participants. et nous écoutons maintenant notre deuxième experte, Eliane Viennot, qui a un parcours, des positions, un style et des arguments différents. Vous allez voir. Alors, je suis aujourd'hui connue un peu connue pour travailler sur la langue et pour l'égalité, le langage égalitaire, mais ce n'est pas ma formation prioritaire. Je suis professeuse émérite aujourd'hui, c'est-à-dire à la retraite, de littérature de la Renaissance. Et comme chercheuse, je suis historienne surtout des relations entre les sexes, à la fois à la Renaissance et au-delà, dans la très longue durée, notamment sur toute l'histoire de la France. Notre conversation commence sur l'usage du point médian. C'est un très grand sujet que de savoir si c'est un point médian. Enfin, médian, ça c'est une définition technique, c'est-à-dire où est-ce qu'il se situe sur la page, sur la ligne. Mais est-ce que c'est un point d'altérité, comme dit Nicole, ou un point d'union ou pas, c'est un très grand sujet. Entre nous, je ne sais pas si ça passionne. Mais en fait, ça devrait intéresser parce que c'est pas la même philosophie. Selon qu'on pense que il permet d'aller de l'un à l'autre et donc d'exprimer ce qui pourrait être entre les deux, ou est-ce que c'est un point qui permet d'exprimer les deux en restant dans un système binaire. Donc c'est une discussion un peu pointue, on va dire, mais il y a une discussion derrière ça. Parce qu'on ne cherche pas du tout à unir. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a laissé tomber le trait d'union. De même qu'on ne cherche pas à les opposer comme on pouvait le faire avec une barre oblique. De même, on ne cherche pas à mettre les femmes en dessous ou à côté comme ça se faisait avec la parenthèse. Le débat, c'est est-ce que c'est utile pour les personnes non binaires, grosso modo, c'est-à-dire est-ce que ça signifie qu'on va du masculin au féminin, ou est-ce que ça signifie qu'on veut considérer les deux? Toutes les langues romanes fonctionnent avec le genre, et cette contrainte est très lourde. Elle est très lourde. Elle est sur les déterminants, elle est sur les noms, elle est sur les adjectifs, elle est sur les participes, elle est sur les pronoms. Donc c'est pour ça que se débarrasser du genre, ça peut pas se faire comme ça en claquant des doigts en disant il y a qu'à faire ça et ça. Mais ce que je défends, c'est que le français n'est pas capable de parler entre les deux genres. Le français connaît deux genres, point barre. En fait, on n'y arrive pas, quoi. Sauf à transformer le français de manière très profonde. On a aujourd'hui 2 projets en lice, si je puis dire. Des gens qui veulent dégenrer le français, faire disparaître le masculin et le féminin, ne mettre qu'une seule marque pour tout le monde. Et puis des gens qui essayent de rééquilibrer les pouvoirs du féminin et du masculin. Donc moi, je me situe là parce que mon objectif, c'est de faire avec le français tel qu'il est, grosso modo, pour proposer aux francophones d'aujourd'hui, sans changer leur langue, simplement d'être moins sexiste, de parler moins sexiste.
Et l'autre projet, il ne consiste pas à ça, il consiste à dégenrer le français. Mais ça veut dire, et c'est pour ça qu'il y a des recherches qu'on peut appeler expérimentales, enfin que j'appelle expérimentales, ça veut dire changer les mots, ça veut dire faire non pas le et la, mais lu, non pas, voilà, vous voyez tous ces, non pas lecteur et lectrice, mais lectaire, etc. Et moi, je pense que oui, c'est possible. On peut toujours faire des tas de recherches expérimentales. On peut toujours mettre en place une sorte d'espéranto égalitaire, mais ça sera assez largement une autre langue. Et moi, je ne condamne absolument pas ces recherches. J'appelle à respecter les gens qui les mènent et à ne pas les diaboliser, ils mettent rien en péril. Les gens qui parlent l'espéranto n'ont pas tué les autres langues, hein, bon, pour aller vite. Mais moi, je travaille pas dans cette optique-là. Moi, je travaille dans une optique de, on peut tout de suite, tout à l'heure, ce soir, se mettre à parler de manière égalitaire en conservant le français tel qu'on le connaît. Alors nous avons demandé à Eliane ce qu'elle pensait de l'argument selon lequel le genre en tant qu'identité n'avait rien à voir avec le genre grammatical. Parce que ça, en général, c'est le point de vue des gens qui sont contre le travail pour aller vers un langage égalitaire et qui disent qu'on est des gens qui comprennent rien, qu'il y a rien à faire. Enfin, oui, il n'y a pas de rapport entre le genre grammatical et la réalité, mais en fait, voilà, je ne pense pas. Moi, je dis toujours un peu en plaisantant que les 300 millions de francophones qui font la différence entre leur coiffeur et leur coiffeuse, ils se trompent pas, quoi. Dans toutes les langues indo-européennes, on utilise le genre féminin pour parler des femmes et le genre masculin pour parler des hommes. Nous mentionnons alors l'usage des mots Son Altesse ou Sa Majesté, évoquant alors en creux un article de Gaspard Koenig publié dans Les Échos. C'est une manière de, c'est même pas un titre, c'est une appellation. Donc, il n'y a pas de le mot majesté est un mot féminin, la majesté. Il n'y a pas le majesté. Donc, quand on utilise ce mot-là, majesté, qui au départ est un terme qui ne désigne pas une personne, ça désigne, vous voyez, c'est une qualité, la majesté de ta posture ou la majesté de cette, je sais pas moi, de cette statue, etc. Majesté, c'est un nom commun qui ne désigne pas un être humain, d'accord? Au départ, c'est un nom, ce qu'on appelle en linguistique un nom inanimé, d'être inanimé. Et donc, par métaphore, par image, on a appliqué ce nom-là à une personne, et chaque fois que par métaphore, on utilise un nom issu du domaine des inanimés pour le mettre par image sur une personne vivante, on conserve le genre du mot. Par exemple, quand on dit, j'utilise beaucoup moi, si vous voulez dire qu'un écrivain est une excellente plume, c'est une image, plume, mais on garde le genre du mot plume. On sait bien que plume, c'est un mot féminin. Donc, quand on a appelé des rois, des reines, Sa Majesté, on n'a pas changé le genre du mot majesté. Tout le monde savait bien que majesté, c'est un mot féminin. C'est pas une fonction, c'est pas une activité d'être majesté. C'est une image que par décision d'un roi, on a appliqué, ou sa seigneurie, ou son altesse, etc., etc. C'est des décisions de potentats qui ont décidé un jour qu'il y aurait des titres comme ça qui les mettraient en valeur. Mais en fait, c'est l'utilisation, le procédé linguistique, c'est l'utilisation d'un mot issu des mots inanimés qui n'ont qu'un genre. Les mots inanimés n'ont qu'un genre, la chaussure, le soulier. Donc, si on utilise ces mots-là pour faire des images à propos de quelqu'un, eh bien, on va conserver le genre de ce mot. Si je dis que Alain est une vraie gourde, je vais pas dire un vrai gourde, parce que je sais bien que gourde, c'est un mot féminin, tout le monde le connaît, tout le monde voit l'image que je fais en le comparant à une gourde. Je comprends, mais du coup, par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que du coup, il y aurait cette part de langage genré qui concerne l'inanimé, elle n'a pas de lien justement avec le genre d'une personne. Absolument pas. On a hérité d'une langue, et c'était déjà grandement comme ça en latin,
ou pour parler des personnes ou des êtres identifiés aux personnes. Ça peut être des dieux, par exemple. On utilise des mots féminins pour parler des êtres animés, identifiés comme des femelles, et qu'on utilise des mots masculins pour parler des êtres identifiés comme des mâles. C'est le système de nos langues et il est extrêmement facile à comprendre. Les apprenants nouveaux du français et les apprenantes le saisissent tout de suite. Nous proposons alors la piste selon laquelle nous pourrions remplacer les distinctions de genre par une distinction entre animé et non animé. Ben oui, mais non, ça fonctionne pas comme ça. parce que ça a du sens. On dit, encore une fois, pour les inanimés, on dit que le genre est arbitraire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi en français chaussures est féminin et souliers est masculin. C'est le contraire ou quasiment dans d'autres langues, et ça n'a pas plus de sens. Et pour les personnes, en revanche, ça a du sens. Nos amis anglais, quand ils apprennent ou anglaises, quand ils ou elles apprennent le français, ont les pires soucis pour savoir quel est le genre du mot table, le genre du mot soulier, le genre du mot pain, etc. Parce que ça n'a pas de sens. Mais en revanche, ils n'ont aucun souci à vous traiter au masculin et à me traiter au féminin. Parce que ça a du sens. Ça a du sens. Le sens, peut-être qu'il vous plaît pas, mais il est là. Je suis identifiée comme une femme, vous êtes identifié comme un homme. Et ça, c'est dès le début du français dans l'histoire ? Ah, mais c'est bien avant le français. C'est comme ça en latin, et on ne parle pas des hommes au féminin, sauf si on veut se moquer d'eux. On ne parle pas des femmes au masculin, sauf si on veut se moquer d'elles. Vous voyez, et quand on se moque d'une personne ou d'une autre, ça a du sens. C'est-à-dire qu'on va traiter, si je dis Nicole est un fordéal, eh ben je dis quelque chose sur Nicole qui est que elle ressemble à un homme. Pour l'instant, on sait pas faire autrement. Tant qu'on pratique pas des sociétés où on fait pas la différence entre les hommes et les femmes, il y aura une différence dans la langue. On fait l'hypothèse que dans un état archaïque très ancien de l'indo-européen, il y avait deux genres qui n'étaient pas les deux nôtres, qui étaient le genre animé et le genre inanimé. Ça devait correspondre à un état, sans doute le paléolithique, où finalement la différence entre les hommes et les femmes, c'était pas très important. Parce qu'ils avaient les mêmes activités, ce sont des chasseurs, c'est pas du tout des gens qui connaissent l'élevage, etc., etc. Donc voilà, ils chassent, ils survivent. Et puis donc il a dû y avoir un état de la langue où il n'y avait pas de différence entre le masculin et féminin. En revanche, il y avait une différence entre le vivant et le mort, si on peut dire, l'objet, le matériel, etc. Bon. On est passé par le néolithique, on a domestiqué les animaux, les hommes ont domestiqué les femmes. Et donc voilà, il y a pour nommer ces différences fonctionnelles qui sont intervenues au sein même du groupe des humains, le genre féminin est né. En tout cas, c'est ça les hypothèses d'aujourd'hui qu'on fait. Et du fait, en général, le genre féminin est toujours moins doté de pouvoir que le genre masculin, dans toutes ces langues indo-européennes. Mais le genre neutre, qui était donc on peut analyser comme ayant été un jour le genre de ce que nous considérons comme des choses, en réalité, c'est assez compliqué aussi, parce que ce que nous, on considère comme des choses, d'autres civilisations ont pu le considérer comme des vivants. Donc, en fait, le neutre, c'est une catégorie qui, dans pas mal de langues, s'est détériorée, n'a plus semblé très utile, et plein de mots matériels ont été au masculin ou au féminin. Déjà en latin, il y a 3 genres, ça c'est sûr. On peut faire des phrases entières au neutre, des phrases entières au masculin, des phrases entières au féminin. Le fait que le neutre est devenu peu fonctionnel est certainement responsable du fait que toutes les langues romanes ont abandonné le neutre. En français, on n'est plus capable de faire des phrases au neutre. Est-ce que finalement, c'est les pratiques qui ont fait évoluer le langage, ou est-ce que c'est le langage qui ont fait évoluer les pratiques ? Ah, mais c'est le langage est une pratique sociale. Parce que derrière, la question, c'est comment on fait aujourd'hui pour créer une société qui est plus égalitaire. Est-ce que la priorité, ce serait de transformer le langage pour permettre à de nouvelles pratiques d'émerger,
c'est-à-dire de nouvelles considérations de l'autre, ou est-ce que il faut d'abord considérer l'autre et le langage va suivre? Ça va ensemble, avec des moments d'accélération dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que le langage peut être en retard, souvent il est en retard par rapport aux évolutions réelles. Parfois, on peut aussi... alors, il n'est pas tout seul en avance. S'il est en avance, c'est qu'il y a des institutions ou des groupes de pression qui sont intervenus pour changer les choses. Mais le langage, en général, suit la société. Moi, les études que j'ai faites sur les phases de masculinisation de la langue, ou les phases de démasculinisation de la langue, de reféminisation de la langue, elles sont absolument liées à l'état des rapports de force dans la société. Si aujourd'hui nous nous posons ces questions-là, c'est parce que nous sommes 120 ans après le fait que les femmes ont accédé à l'université, et que donc, accédant à l'université, elles ont pu accéder à tous les métiers, ou pratiquement tous les métiers. Donc, ça, c'est une première chose qui était extrêmement importante, fin 19e siècle. Ensuite, milieu du 20e siècle, les femmes accèdent à toutes les fonctions. Enfin, en théorie, du moins, parce qu'après, il y a du retard à l'allumage. Mais voilà, elles peuvent être élues, elles peuvent être dans la haute administration, etc. Aujourd'hui, on est dans une société où les femmes occupent toutes les fonctions, font tous les métiers. Donc, très naturellement, je dirais très spontanément, les francophones qui voient une femme à la tête d'une ambassade disent l'ambassadrice. C'est spontané. On sait que à partir d'un mot commun, je sais pas, comme YouTube, hein, YouTube, eh ben on fait youtubeur, youtubeuse, point barre. Et ça se fait en 20 secondes, parce que ça fait partie de notre logiciel. Qu'est-ce qui a annoncé, en fait, dans notre société, le choix de changer la règle de l'accord où le masculin s'est mis à l'emporter? Qu'est-ce qui s'est passé avant ça? Et pourquoi? Parce que c'est une décision de l'académie, il me semble, n'est-ce pas? Oui, oui, en partie, en tout cas des gens qui sont dans l'académie, oui. Il y a des réflexions sur la langue avant l'existence de l'académie, mais elles sont assez minces, elles sont pas systématiques, on en trouve dans les... Et puis peut-être qu'il faudrait faire des recherches qu'on n'a pas encore faites. On en trouvera peut-être au Moyen-Âge, par exemple, qui est la première phase de masculinisation de la langue, c'est 13e, 15e. On n'a pas de texte qui justifie ça. On n'a pas de texte. Je n'ai pas trouvé de texte. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. On ignore s'il y a des textes où des grammairiens disent il faut arrêter de dire ça, maintenant il faut dire ça. En revanche, on en a plein à partir du XVIIe siècle. On sait que à partir des années 30, à partir de la création de l'académie, mais cette réflexion, elle commence déjà au début du XVIIe siècle. Il y a des théoriciens, des gens qui réfléchissent à la langue, qui pensent qu'il faut changer le système traditionnel des accords en français. Là, on parle pas des accords simples, on parle pas de la chienne est gentille ou le chien est gentil, on parle quand il y a la chienne et le chien. Quand il y a deux sujets ou plusieurs, dans lesquels il y a à la fois du féminin et du masculin. Comment est-ce qu'on résout le conflit? Puisqu'il faut mettre ces deux mots, ou ces trois mots, ou ces quatre mots, en accord avec un seul. Hein, gentil ou gentille. Alors, le français, il savait faire, parce que le latin savait faire, les autres langues romanes savaient faire, et c'est-à-dire il y a plusieurs solutions de résoudre ce conflit entre le chien et la chienne sont gentilles ou gentils. Il y avait une solution qu'on appelle aujourd'hui l'accord de proximité, c'est-à-dire c'est le mot qui est le plus près qui va l'emporter. Alors si je dis le chien et la chienne, je vais mettre au féminin, gentille, et puis si je dis la chienne et le chien, je vais mettre au masculin, gentil. Donc ça, c'est un mode de résolution du conflit extrêmement spontané, extrêmement aussi qui est lié à l'oreille, hein, parce que la chienne est gentille, ça marche pas. Enfin, pour une oreille française, ça marche pas. Pour une oreille italienne, espagnole, tout ça, ça marche pas non plus. Donc, parce qu'on entend les finales, hein, et on a besoin des accords. Donc ça, c'est l'accord de proximité. C'était une manière de résoudre le conflit. Une autre manière, ça peut être ce que moi j'appelle aujourd'hui l'accord au choix. C'est-à-dire qu'on estime que soit la chienne est beaucoup plus importante que le chien, soit en général c'est pas comme ça, c'est parce qu'il y a une différence entre les deux sujets. Je sais pas, moi, si je dis la dame et son chien, je vais peut-être estimer que la dame est plus importante que le chien. Ou bien si je dis les infirmières et leurs traducteurs, s'il n'y a qu'un traducteur, je vais trouver que peut-être je peux me permettre d'accorder avec le groupe le plus nombreux. Ces deux manières traditionnelles de résoudre le conflit, elles n'ont pas plu
elles ont cessé de plaire au début du XVIIe siècle. Et des grammairiens ont condamné cette manière. Alors, celle qui était la plus courante, c'était l'accord de proximité, puisque c'est la pratique la plus naturelle, on va dire, la plus spontanée, il n'y a pas besoin de réfléchir, hein. On met les garçons et les filles sont contentes. Voilà, c'était ça qui se faisait le plus souvent dans la société. Et donc, ils ont dit non, ça marche pas, ça marche plus, il faut plus que ça marche, il faut plus parler comme ça, il faut que quand il y a un masculin dans le lot, l'accord se fasse au masculin. Pourquoi ils ont décidé ça? Pourquoi ça marchait très bien, y compris pour les gros machos d'avant? Pourquoi ça marche plus pour les gros machos ou les petits machos d'après? Bon, moi, je lis ça à des transformations de la société. Pourquoi est-ce que ces messieurs ont décidé que ça marchait pas? Après, on passe dans les explications de type socio-historique. Et moi, je repère que le début du XVIIe siècle, c'est le moment où les femmes commencent à arriver sur la scène publique. Les femmes intellectuelles commencent à beaucoup publier, à faire des livres qui sont très lus, qui ont beaucoup de succès, et que ces messieurs trouvent que ça va pas, quoi, parce que ce sont des masculinistes qui sont pour une grande différence des sexes dans la société, qui sont contre l'éducation des femmes, qui sont contre le fait que les femmes soient à l'académie, qui sont contre le fait que les femmes aillent à l'université, et bien que les femmes soient très handicapées par tout ça, voilà qu'elles leur passent devant ou qu'elles sont leurs égales, ou qu'elles leur font concurrence sur le domaine des lettres, dans le domaine des lettres. Ça se voit d'ailleurs très bien, le fait que les premiers noms qui sont condamnés, ce sont des noms qui désignent l'écriture, la pensée, la création. Voilà, ils disent on ne dit pas autrice, on ne dit pas peintresse, on ne dit pas philosophesse, on ne dit pas médecine, on ne dit pas poétesse. Il faut dire, et ils nous donnent les mêmes mots au masculin. Donc c'est vraiment des hommes qui ont voulu sécuriser quelque part des terrains qu'ils estimaient masculins et sur lesquels les femmes commençaient à venir marcher franchement et à leur écraser leur plate-bande. Et après, évidemment, ces injonctions ou ces préconisations ou des condamnations, elles sont reprises peu à peu par toute la galaxie masculiniste, notamment par tous les universitaires. Il n'y a que des hommes à l'université jusqu'à la fin du XIXe siècle, donc qui font des grammaires, qui enseignent aux lettrés, et ensuite c'est ça qui s'enseigne aux lettrés. Ça n'a pas un résultat très satisfaisant, puisqu'on repère plein de lettrés qui continuent à parler autrement ou à écrire autrement. Globalement, cette ligne-là, elle gagne à partir du moment où l'école devient obligatoire et financée par l'État. Ces hommes-là qui avaient ces idées-là sont devenus les cadres du ministère de l'Instruction. Il y aurait une vraie volonté masculine de police du langage, en fait, dans l'histoire. Absolument. Et puis on en a des preuves et des preuves. Par exemple, Becherel dit on ne dit pas traductrice, on ne dit pas professeuse, on ne dit pas ceci, on ne dit pas cela, on doit dire tous ces mots masculins parce que ces métiers ont été faits pour les hommes. Il dit bien qu'il y ait beaucoup de femmes qui traduisent, qui composent, qui professent, qui gravent, on ne dit pas professeuse, graveuse, traductrice, etc. Donc voilà, les femmes, on sent bien toujours cette idée que les femmes arrivent de plus en plus nombreuses sur les terrains que les hommes estiment les leurs. Visiblement, ils peuvent pas les en empêcher, parce que la société a besoin de femmes qui enseignent, qui gravent, qui composent, qui traduisent. Les imprimeurs les utilisent, les gens embauchent des femmes qui professent, et donc des professeuses, et on ne peut pas les en empêcher, mais eux qui font la police de la langue, ils disent au moins ce qu'on peut faire, c'est empêcher qu'elles portent le nom qui convient à leur activité. C'est-à-dire signifier par là que ces activités devraient être masculines, sont des activités masculines, et que les femmes qui font ces activités sont dans la transgression. Et c'est la même chose quand on a décidé au milieu du XXe siècle que toutes les fonctions politiques, alors qu'on connaissait tous les noms, sénateur, sénatrice, c'est vieux comme le monde, député et
C'est la même chose que tous les verbes du premier groupe de la langue française. Donc tout le monde sait faire ces noms et ils ont décidé que non. Que non, il ne faudrait pas utiliser ces mots au féminin. Parce que l'activité politique, c'est une activité masculine. Je rappelle, ils n'ont jamais interdit boulangère, ni servante, ni cuisinière. Il y a 30 ou 40 termes qui ont été mis au banc depuis en plusieurs phases, mais on commence au XVIIe siècle, puis fin XIXe, quand les femmes commencent à avoir des diplômes. Alors là, on dit avocate, c'est pas possible. Tout le monde en France connaît le mot avocate, mais ça va pas être possible pour les femmes qui ont des diplômes de droit. D'accord ? Et puis, au milieu du XXe siècle, pour les femmes qui entrent en politique, tout le monde connaît les mots féminins, mais ça va pas être possible pour les femmes qui exercent ces fonctions. C'est une bagarre à la fois qui est extrêmement symbolique, qui est sur quelques dizaines de mots et qui dit ce qu'elle veut dire, quoi. Les femmes devraient pas être là. Celles qui y sont, il faut qu'elles sentent à quel point elles sont dans la transgression. Et il faut que tout le monde sente qu'elles sont dans la transgression. Parce qu'il faut aussi, si possible, qu'elles fassent pas des petits. Qu'elles restent bien isolées, bien 1%, 2%, 3%, pas plus. Comment est-ce qu'on fait pour se sortir de là, tout simplement? Je disais, la langue, elle évolue d'une part spontanément, d'autre part, il y a des groupes de pression qui agissent là-dedans. Par exemple, l'Académie, c'est un groupe de pression. La haute administration est un groupe de pression qui a beaucoup agi. Et aujourd'hui, on a des groupes de pression alternatifs. C'est ça la nouveauté, au fond, depuis 40-50 ans, dans la mesure où les femmes sont arrivées à des positions où elles peuvent faire pression, où elles peuvent former des groupes de pression, et où il y a des féministes qui peuvent former des groupes de pression, eh bien, il y a une action de ces groupes. Alors, une action qui est propagandiste, qui est de recherche, qui est de proposition, qui est de alerter les médias, qui est d'écrire des livres, voire, pour les femmes élues, d'obtenir que le gouvernement intervienne. Les premières circulaires, par exemple, sur ce qu'ils appelaient la féminisation des noms de métiers, ce qui est absurde, parce qu'il n'y a pas besoin de féminiser les noms, ils sont déjà là, il y a juste besoin de les utiliser. Mais les premières circulaires 86, par exemple, c'est la première circulaire de la circulaire Fabius, ou la deuxième circulaire, la circulaire Jospin, etc., c'est obtenu par des groupes de pression féministes. Si on convainc des gens, on peut changer des pratiques. Sachant qu'il ne faut jamais oublier qu'on a la langue avec nous. On a, nous les féministes là, nous les gens qui sommes pour le langage égalitaire, nous avons la langue avec nous. C'est pas tous les jours que les féministes ont une institution avec eux ou avec elles. En général, quand on veut construire l'égalité, on est obligé d'inventer des choses, on est obligé d'installer des nouvelles choses, on est obligé d'abattre des vieilles choses, etc. Nous, ce qu'on a à abattre, c'est 2-3 siècles de mauvaises pratiques de la langue. Je pense que nous marquons des points parce que nous avons la langue avec nous et parce que l'évolution actuelle de la société, c'est celle d'une mixisation. Enfin voilà, on avance dans l'égalité, on avance difficilement, on avance avec beaucoup de gens qui sont contre, on a beaucoup d'opposants, mais de fait, depuis 120 ans, on avance dans l'égalité. Nous qui faisons cette action aujourd'hui volontariste, ce n'est qu'une action pour dégommer de mauvais usages, des usages masculinistes de la langue, et la langue est d'accord avec nous. La langue n'est, quand je dis la langue est d'accord avec nous, je lui donne un pouvoir qu'elle n'a pas, mais je veux dire le système, le logiciel du français est avec nous. Comment on fait alors maintenant qu'il y a une nouvelle considération vis-à-vis de la non-binarité, du refus du genre? Parce qu'aujourd'hui, redonner au français sa pratique originelle, c'est quand même un petit peu oublier les non-binaires, c'est quand même oublier les gender fluides. Bah oui. Il faut les laisser faire. Nous, on n'a rien à faire. Il faut les laisser faire. Si ces gens-là trouvent qu'on peut faire autrement, eh ben, ils vont inventer d'autres pratiques linguistiques, comme plein de groupes inventent des pratiques linguistiques. Et on verra si ça plaît au plus grand nombre, si ça va, si c'est utile pour le plus grand nombre. Si c'est utile pour le plus grand nombre,
eh ben ça va être choisi, ça va être utilisé comme voilà, quand un mot est utile, il est adopté. S'il n'est pas utile, il n'est pas adopté. Il reste l'apanage d'un petit groupe qui a son propre jargon, au sens propre du terme et au sens non péjoratif du terme. Voilà. Mais pour l'instant, enfin, on ne sait pas faire. Ce qui prime dans une langue, c'est l'usage, mais ça n'a jamais, comment dirais-je, ça n'a jamais empêché qu'il y ait des groupes qui aient leur propre mode de parler, leur propre jargon. Voilà, les juristes ont leur jargon, les militants souvent ont leur jargon, les bouchers avaient leur jargon autrefois, les jeunes qui des banlieues ont leur jargon. Et ensuite le grand public adopte des mots, hein, je veux dire, voilà, lèse-béton, ça c'est sorti du groupe qui l'a inventé. Parce que tout le monde a trouvé ça marrant, génial, etc., etc. Les meufs, même chose. Voilà. Donc, et par contre, il y a d'autres mots qui ont jamais dû être, qui n'ont pas dépassé la barrière du groupe qui l'a inventé. Donc là, en ce moment, on fait des néologismes. Par exemple, le néologisme Toust, qui est enfin, assez formidable, qui est très utile. Plein de gens l'utilisent. Plein de gens commencent à l'utiliser tout en se disant pas non-binaire ou quoi que ce soit. Ils trouvent que c'est sympa de dire tous ensemble bonjour à tous. Et je pense qu'on voit bien dans les linguistes qui font des recherches sur de corpus, voient à quel point ce mot a été adopté. Alors pas encore très largement, mais dans quelques années, je pense qu'il va être, plus, voilà, parce qu'il est utile. Il est utile, il permet de ne pas dire tous et toutes. Mais d'autres peut-être vont pas faire trois ronds dans l'eau. Est-ce que actrice, lectrice et ambitieuse ou je sais pas quoi vont faire beaucoup de. Bon, ils resteront peut-être, voilà, il y a peut-être des petits groupes qui vont l'utiliser, peut-être même pas longtemps parce qu'ils se rendront compte que ça sert pas à grand chose. Voilà, donc il faut laisser la langue vivre. Et puis on verra bien. La non-binarité, ça fonctionne pas dans la langue, dans notre langue. Ça fonctionne dans plein de choses, donc pratiquons-la. Hein. Ça fonctionne dans les métiers, ça fonctionne dans les coiffures, ça fonctionne dans l'habillement, ça fonctionne dans les postures, ça fonctionne. Oui, on peut être entre le trait masculin et le trait féminin, on peut être, mais dans la langue, on n'y arrive pas. Et c'est certainement très lourd comme maintien cette contrainte cette contrainte au genre dans la langue, comme elle formate nos imaginaires. Donc c'est peut-être un des outils, un des trucs aujourd'hui qui joue le plus en faveur de la binarité. Mais cela dit, moi personnellement, ce qui m'emmerde le plus dans la vie, c'est pas la binarité, c'est l'inégalité. Et je pense que c'est beaucoup plus lourd l'inégalité que la binarité. Il doit être possible dans une société civilisée de gérer la binarité dans l'égalité et de gérer et d'intégrer les vrais non-binaires. Je parle des intersexes, par exemple. On devrait être capable de gérer l'égalité dans la diversité ou la diversité dans l'égalité, je ne sais pas comment dire. Pour moi, c'est ça l'objectif principal aujourd'hui, c'est l'égalité. L'égalité dans tous les domaines. Alors les vrais non-binaires, je ne parle pas des gens qui se réclament de la non-binarité aujourd'hui, puis qui peut-être s'en réclameront pas après-demain. Les vrais non-binaires, c'est-à-dire les intersexes, il faudrait les écouter. On les écoute très peu. Beaucoup n'ont pas de problème avec la binarité. Pour ce qu'on sait aujourd'hui, beaucoup n'ont pas de problème avec la binarité. Ils ont été élevés où ils ont envie d'être dans un sexe et pas dans l'autre. Et ils veulent simplement qu'on leur foute la paix. Et ces gens-là représentent, pour ce qu'on en sait aujourd'hui, 2% de la population. Donc, il est très peu probable que ces personnes aient une influence importante sur la langue. Mais je veux dire, se mettre une barbe et des boucles d'oreilles et dire je suis non-binaire, pour moi, ça n'a rien à voir. C'est autre chose. C'est un jeu, c'est un jeu plus ou moins sérieux, c'est tout ce qu'on veut, mais ça ne fait pas autre chose que des mâles et des femelles. Ce qui revient souvent auprès de ces personnes qui ne sont pas intersexes biologiquement, on va dire, ce qui revient, c'est quand même une envie de lutter contre les assignations de genre et le patriarcat.
Donc, ce sont des alliés. Absolument, si ce n'est pas qu'un jeu, ce sont des alliés. La victoire sera certainement, si un jour on gagne cette bataille de l'égalité, elle sera le fait de plein de gens, de plein d'actions, donc voilà, c'est pour ça que moi je dis il faut laisser faire, il faut discuter, il faut surtout pas diaboliser, il faut voilà, mais simplement il y a des domaines, autant on peut agir dans le domaine, enfin c'est pas facile d'agir dans le domaine du travail, dans le domaine des salaires, pour l'égalité, mais c'est pas une solution au patriarcal de se déclarer non binaire. Je veux dire, le patriarcat, il a des bases beaucoup plus solides que ça, des bases économiques, des bases idéologiques, des bases politiques. Et c'est ces bases-là qu'il faut détruire. C'est pas juste je refuse de me dire homme ou femme et du coup, ça y est, c'est bon pour moi, quoi. Non, c'est pas bon pour toi, mon gars ou ma fille. Parce que la société, elle est là, quoi. Un jour, il y a quelqu'un qui va te donner un salaire. Et jusqu'à présent, les statistiques sont sévères, quoi. C'est bien, c'est une ambition tout à fait légitime. C'est un chemin parmi d'autres pour aller vers l'égalité. Pour l'instant, le langage ne suit pas. Il ne sait pas faire. On en revient alors à l'usage du point médian. Ce n'est qu'une abréviation. Plutôt que de dire les Françaises et les Français ou les Français et les Françaises, on met les Français.es de mon point de vue. Voilà, c'est une façon d'aller plus vite et d'utiliser moins d'espace. Donc c'est jamais nécessaire. Notre problème c'est quel signe pour noter cette abréviation. Donc on en a essayé plusieurs, depuis les parenthèses jusqu'au point médian. Aujourd'hui, on a l'air d'être d'accord. Enfin, les gens qui réfléchissent là-dessus, qui pratiquent, ont l'air de trouver que finalement c'est le meilleur candidat. Ce signe-là est le meilleur candidat pour exprimer cette abréviation parce que c'est petit, c'est discret, parce que c'était pas utilisé en français jusque-là. Donc on peut pas le confondre avec un autre signe, parce que c'est insécable, contrairement au trait d'union. Donc on risque pas de se retrouver avec un E ou un S à la ligne, parce que ceci, parce que cela. Aujourd'hui, on pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Peut-être que demain, quelqu'un va trouver encore mieux. Et pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est un débat complètement technique, complètement accessoire par rapport à la question du langage égalitaire. Pourquoi est-ce qu'on en a mis deux? Parce qu'on vient des parenthèses. Les gens qui ont inventé le système des parenthèses, et je rappelle que c'est pas des féministes, c'est le ministère de l'Intérieur français dans les années 60 qui a inventé le E entre parenthèses, hein, celui qu'on retrouve sur nos cartes d'identité. Donc on a essayé de remplacer ces parenthèses, on a mis des traits d'union, on a mis des barres obliques, on a mis des points, on a mis maintenant des points médians, mais en fait le deuxième ne sert à rien. Ce qu'on veut, c'est signifier que là, dans ce mot-là, il y a à la fois le mot masculin et le mot féminin. Donc, un seul point. La deuxième chose sur laquelle on travaille, enfin les gens qui travaillent là-dessus se mettent de plus en plus d'accord, c'est tous les mots ne sont pas abréviables. C'est dommage peut-être, mais c'est comme ça. Ceux qui sont abréviables au moindre coût, c'est-à-dire à la fois au moindre coût pour la difficulté de lecture et idéologiquement pour la présence du féminin comme du masculin, c'est ceux qui passent du masculin au féminin par ajout de lettres, c'est-à-dire étudiante. Quand il faut faire autre chose que ajouter une lettre, quand il faut substituer une finale à une autre, comme acteur, actrice, nous disons non. Ces mots-là, on ne peut pas les abréger. À la fois, c'est difficile pour la lecture, pour les gens, en tout cas les gens qui ne sont pas des grands lettrés, les gens qui travaillent pas sur l'écrit toute la journée. Donc, on dit pour tous ces mots où il faut substituer une finale à une autre, il faut faire un travail intellectuel pour arriver à comprendre ce qu'il y a écrit, on n'utilise pas cette abréviation. On écrit les acteurs et les actrices. Voilà, si possible dans l'ordre alphabétique. Comme ça, on est d'accord, il n'y a pas besoin de se demander qui on fait passer d'abord et si on va être galant ou pas. Donc, heureux et heureuse, acteur, actrice, on met tout ça en toutes lettres et on n'utilise pas l'abréviation. En tout cas, moi, c'est ce que je préconise. Et en plus, on voit que les mots, dans acteur-trice, par exemple, si on met acteur-pointrice,
acteur est en entier et trice est en morceaux. Le mot féminin est en morceaux. Donc ça fait une deuxième raison, outre la difficulté de lecture, pour les peu lettrés, ça fait une deuxième raison de ne pas utiliser ces abréviations. Enfin, de ne pas utiliser l'abréviation pour ces mots-là. Il faut simplement que les bonnes pratiques se développent, enfin se diffusent, parce que on est parti un peu il y a un peu de n'importe quoi, je dirais, des pratiques de l'abréviation inclusive. C'est tout à fait normal, puisque aucune autorité linguistique ne nous a conseillé. Voilà, ça devrait être, par exemple, le travail de l'académie, si elle faisait son boulot. À partir du moment où elle a compris qu'il y avait un besoin dans la société de plus d'inclusivité et de plus d'égalité, elle aurait dû dire attendez, on va réfléchir et on vous propose ça. Sauf qu'ils n'ont pas fait, ils ont au contraire, ils ont dit horrible, monstrueux, péril mortel, etc. Donc c'est la société elle-même qui travaille, qui bricole. Nous bricolons depuis 30 ans, 40 ans, depuis qu'on nous a sorti les E entre parenthèses, les progressistes, les égalitaristes disent ça va pas. Et donc on bricole. Et on est à la fin, je pense, de ce bricolage où on a fini par comprendre quels étaient les enjeux, les possibilités. Voilà. Donc maintenant, il reste à diffuser les bonnes pratiques. Et sachant que les meilleures pratiques, les textes les plus satisfaisants qu'on obtient en langage égalitaire, c'est en combinant toutes les ressources que nous offre la langue française. Il faut simplement que ça se diffuse et que ça s'enseigne surtout. Il faudrait que l'école enseigne ça. J'aimerais avoir votre point de vue sur le rôle de l'Académie française, justement. Moi, je vous avoue, j'ai pas une très bonne opinion de une assemblée de vieux hommes blancs qui un peu polissent le langage. Je l'accueille pas particulièrement avec bienveillance. J'observe aussi que, par exemple, une des décisions récentes, c'était à propos de si on devait dire le Covid ou la Covid. Il se trouvait que tout le monde disait le Covid. Et que dit l'Académie? Justement, c'est la Covid. Et je me suis dit, finalement, bon, c'est pas plus mal parce qu'ils se tirent une balle dans le pied. Et ils montrent qu'ils sont pas, comment dire, qu'ils sont pas pertinents en réalité. Mais Ouais, euh, ils sont quand même très nocifs. c'est ça. Ils sont quand même très nocifs parce que le fond de la question, c'est est-ce qu'on doit se passer d'une académie française ou est-ce que c'est juste qu'elle dysfonctionne? Ah, elle dysfonctionne complètement. Le problème principal de l'académie, c'est pas que c'est des vieux hommes blancs. C'est un problème, ça. Mais c'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est qu'ils sont incompétents. Et il n'y a pas de linguiste parmi eux, il n'y a pas de grammairien, il n'y a pas d'historien de la langue. C'est juste des idéologues machistes. Donc ça, c'est un vrai problème. Parce que ça, voilà, ça serait une vieille académie de gens un peu à droite, mais qui ont des avis pertinents sur la langue. Ça serait moins problématique. Nous, on a vraiment un truc dont tout le monde, enfin tout le monde, non, parce qu'ils sont très nocifs. Quand ils ont dit faut dire la Covid, il y a plein de gens qui se sont mis à dire la Covid. On n'a pas juste ricané, on a ricané pour la première fois de l'histoire de France. On a ricané quand ils ont dit c'est un péril mortel. L'écriture inclusive est un péril mortel. Là, les journalistes se sont permis de ricaner. C'est la première fois. Ils ont dit sottise sur sottise depuis 40 ans. Et avant, j'en parle pas. Et la presse en général, la presse, il n'y a pas de spécialistes dans les journaux là-dessus. Ils pensent que comme c'est l'académie, ça doit être intelligent. Donc, prudemment, on laisse faire ou on soutient. Hein, parce que les campagnes contre la dite féminisation, elles ont été quand même soutenues par la presse, violemment. Très violemment, les campagnes de 84, 86, c'est hyper violent dans la presse. Nous, les féministes sont des pétasses qui comprennent rien, des imbéciles, des illettrés. Elles veulent je sais pas, détruire la culture française. Elles n'ont pas lu les auteurs, etc. C'était tout le contraire. On avait lu les auteurs, c'est eux qui les avaient pas lus. Mais il n'empêche que la presse a suivi. Alors la presse, on va dire, elle a un peu compris que l'académie, c'était pas terrible, mais elle ne dit rien, elle ne conteste pas. En général, il y a eu un article un peu sérieux sur l'histoire de la Covid, le Covid. Un article d'un journaliste de France Culture, hein, qui montrait que c'est absurde, la Covid. Absurde.
Alors on dit pas la laser, on dit pas, enfin je veux dire juste imbécile. Voilà, c'est juste imbécile. En plus c'est pas une décision de l'académie, c'est une décision de Madame Carrère d'Encausse. Point barre. Et de son aréopage d'agrégé de la manif pour tous. Bon, donc ces gens sont irresponsables, réactionnaires, incompétents et nocifs. Qu'est-ce qu'on fait de l'académie du coup? Qu'est-ce qu'on fait de l'académie? Moi, je suis pas contre le fait qu'il y ait une académie, à condition que ce soit des gens compétents. Et ça, c'est dans les mains du président de la République. Toute personne qui entre à l'académie, qui est nommée à l'académie, a l'aval du ou de la, soyons fous, de la présidente de la République. Ça, c'est comme ça depuis Richelieu, c'est l'article numéro 1 des statuts de l'Académie. Il y a la liste des candidats et des candidates qui arrivent à l'Élysée et qui demandent à l'Élysée s'ils voient un inconvénient sur un nom. Et si l'Élysée dit « je vois un inconvénient sur ce nom », la personne est retirée des candidats. On peut se présenter comme ça à l'académie. En réalité, tout le monde sait que ça se passe pas comme ça. Ça se passe par des dîners en ville pendant des années, par des cadeaux aux gens qui votent, etc., etc. Et officiellement, tout le monde peut se présenter. En ce moment, il y a quasiment personne qui se présente. Enfin bon, bref. Ah, c'est chouette, il y a un créneau pour moi alors, c'est Voilà, super. vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Alors, mais comme il y a eu des, comment dirais-je, il y a eu des affronts, notamment par De Gaulle, De Gaulle en 45 a mis dehors 4 académiciens. Ensuite, dont Pétain. Qu'est-ce que Pétain faisait à l'Académie française? Hein? Bon, Maurras. Bon, enfin des fachos, quoi. Il a mis dehors 4 fachos. Ensuite, il s'est opposé à des élections, c'est-à-dire que ça a fait du buzz, enfin, ça a fait du business, du bazar. Et donc, depuis, ils font savoir en douce, avant les élections, que telle et telle et telle personne sont candidates. Et donc, si le président de la République ne veut pas d'une personne, on ne dit rien, on ne fait pas de scandale, on l'enlève de la liste des candidats. La responsabilité de la compétence de l'Académie, elle est dans les mains du président de la République. Il suffirait qu'il dise, vous ne me donnez comme candidat ou candidate que des personnes compétentes, si possible que des femmes, tant qu'il n'y a pas autant de femmes que d'hommes. Ça, c'est une exigence, je dirais, sociétale. Hein. Mais et puis des femmes compétentes, il y en a plein. Donc, et puis ils sont jamais 40. Donc ça, c'est facile à remplir. On changerait cette académie en 10 ans. Donc c'est très facile, ce serait très facile de modifier l'académie pour qu'elle soit fonctionnelle, pour qu'elle soit au service de la société. L'autre solution, ça serait de lui couper les ponts. On arrête le financement public, qui est pas énorme, hein, mais qui existe quand même. Vous faites ce que vous voulez, mais vous n'êtes plus un membre de l'État, quoi, de l'État français. Vous êtes une société privée, vous êtes une association privée, une fondation privée, et vous faites ce que vous voulez, vous faites le dictionnaire que vous voulez, vous faites les avis que vous voulez, mais on ne vous considère plus comme une émanation de l'État français. Ce serait la meilleure. Parce que moi, de tout ce que j'entends depuis le début, c'est que, grosso modo, aujourd'hui, l'Académie française est un organe politique qui adopte des réponses politiques à des questions politiques. On peut pas s'attendre à autre chose que de la politique si c'est régi par le politique. Donc, que ce soit quelque chose d'indépendant et non financé par le politique, serait vraisemblablement le moyen d'avoir un avis moins politisé. Oui, alors je vous dis tout de suite que vous n'auriez plus d'avis. Parce qu'ils s'arrêteraient tout de suite de faire, enfin ils passeraient, ils continueraient à passer dans la presse sans doute, etc. Mais ils arrêteraient tout de suite le dictionnaire. Ce dictionnaire dont tout le monde parle, ça fait déjà plus de 30 ans qu'ils ne le font plus. Depuis 90, ils ne le font plus. Ce ne sont plus les académiciens et les académiciennes qui font le dictionnaire. Ce sont des agrégés. Il y a un service qui a été mis en place en 90 par Juppé. Enfin, ils ont obtenu ça de Juppé. Il y a un service du dictionnaire qui est composé de hauts fonctionnaires et d'enseignants et d'enseignantes d'agrégés, quoi, grosso modo. Voilà. Et les académiciens et les académiciennes, on les réunit une fois par semaine pour leur dire, voilà, il y a 3 mots qui ont été traités cette semaine par notre petit groupe formidable, et qu'est-ce que vous en pensez? Et ça ne les intéresse pas. Sauf que c'est ce qui justifie leur existence.
Donc, si on leur disait, écoutez, à partir de maintenant, vous êtes absolument libre de faire comme vous voulez, c'est pas difficile pour eux de survivre parce qu'ils sont richissimes. C'est une institution qui est richissime, comme toutes les académies, puisque ce sont des gens qui enregistrent des legs. On peut léguer son argent à l'Institut, on peut léguer son argent à toutes les académies, et ils dorment sur des matelas d'or. C'est juste le prestige qui intéresse la plupart des gens qui veulent rentrer à l'académie, c'est le prestige de l'institution. C'est certainement pas de se mettre au boulot pour savoir comment on dit maintenant, comment est-ce qu'on cause dans les foyers, etc. Ce que font toutes les autres entreprises qui font des dictionnaires. Mais il y a une autre solution qui serait que les politiques, que le politique qui mette fasse le ménage là-dedans. Évidemment, ils n'ont pas envie parce que c'est prestigieux, parce qu'ils pensent qu'il en est du prestige de la France, et ils n'ont pas encore compris qu'il y a plein de gens qui se moquent. Et puis souvent, ils veulent finir leur vieux jour là. Hein, n'oubliez pas Giscard, n'oubliez pas Veil, n'oubliez pas aujourd'hui il y a Darcos. Qu'est-ce que Darcos fait à l'Académie française? Il y a toujours eu depuis Richelieu, depuis Richelieu, il y a des politiques, il y a toujours 5-6 fauteuils réservés à des politiques à l'Académie française. Donc il y a des gens qui défendent en haut lieu cette institution, tout en sachant qu'elle est incompétente. On sait qu'elle est incompétente depuis De Gaulle. Non seulement De Gaulle a mis dehors des gens, mais il a créé il a fondé des conseils, les conseils nationaux de la langue française, et petit à petit, les politiques ont mis en place dans tous les ministères, par exemple, il y a une commission terminologie pour faire le boulot que l'Académie ne fait pas. Que ce soit l'Académie française ou une autorité de l'État française, il y a une autre question, c'est celle de la légitimité. Qu'est-ce qui est légitime que ce soit le gouvernement français qui influe sur l'utilisation d'une langue qui n'est pas majoritairement utilisée en France? Enfin, je veux dire, elle est majoritaire en France, mais c'est pas les Français qui parlent le plus le français dans le monde maintenant. Et il y a l'OIF qui existe, il y a d'autres organisations. Qu'est-ce qui légitime aujourd'hui que ce soit une émanation du gouvernement français qui légifère sur la langue française? Parce que, par exemple, ce qui est légitime, c'est que c'est l'État qui finance l'éducation nationale. Donc, qu'il ait des vues via des organismes compétents, via des gens compétents sur la langue qui s'enseigne à l'école, c'est absolument normal. Théoriquement, il y a une légitimité à l'action des États. De quel droit, d'une certaine façon, la France peut influencer sur le français qui est parlé au Sénégal, par exemple? Elle n'a aucun droit effectif. Simplement, elle jouit d'un prestige. Et ça, la question du prestige, on peut pas, ça se gère pas par la loi. Les académiciens n'arrêtent pas de le dire. C'est quand même là qu'est né le français, donc c'est quand même nous qui. Évidemment, ils ont tort. Parce que oui, c'est là qu'est né le français, mais ça fait longtemps que ça se parle ailleurs, et aujourd'hui, c'est en Afrique qu'il y a le plus de francophones. Mais elle a été une puissance coloniale, elle a laissé, après avoir cessé d'être une puissance coloniale officielle, elle a laissé des élites en place qui sont souvent formées à Paris. Donc c'est extrêmement difficile de se débarrasser. Les pays francophones ont énormément de difficultés quand ils le veulent. Quand les élites francophones de ces pays-là n'ont pas encore envie de laver plus blanc que blanc, comme moi je dis, voilà, vous voyez, il faut certainement, il va falloir beaucoup de temps pour couper les ponts avec l'ancienne puissance coloniale. Officiellement, la France n'a aucune puissance sur le français qui se parle dans les pays francophones. Mais de fait, elle a de l'influence. Nous lui avons demandé de choisir une œuvre qui l'avait marquée. Moi, le livre que je préfère et auquel je reviens le plus souvent, c'est La Princesse de Clèves. Je trouve que c'est un livre génial. Et chaque fois que je le relis, j'y trouve des choses que je n'avais pas vues la première fois. Mais je trouve que l'intelligence de cette femme est incroyable. Je trouve ça invraisemblable qu'une femme comme ça, qui a 35, 36 ans, ait écrit un livre aussi pensé, aussi vécu, aussi fort que ça. Et j'aime énormément j'aime énormément l'histoire qu'elle raconte, les relations entre les sexes.
qui sont extrêmement importantes. La politique, à quel point la politique est mêlée à justement ces relations-là. Enfin, j'aime aussi sa relation avec ses personnages. Je trouve qu'elle est toujours avec ses personnages. Elle est jamais contre, elle se moque jamais, même quand elle en pense franchement pas grand-chose. Et elle est avec nous en plus. C'est la relation entre les gens qui lisent, les gens qui vont la lire, ses personnages et elle. Je trouve ça Et absolument pour génial. conclure, nous lui avons demandé un mot à destination d'une personne qui s'interrogerait sur son genre et qui serait un peu perdue. D'essayer de se faire son opinion quand même, dans le maquis, et de ne pas renoncer à penser, de nourrir sa pensée d'informations, mais de ne pas renoncer à penser par soi-même. Cet épisode vous a été proposé par Mathieu Blais et Nicolas Chavardès.